Je ne sais pas si vous allez découvrir ou redécouvrir Jérémy Barreau dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, que l'énéagramme soit une pratique nouvelle ou non pour vous, vous serez peut-être intéressé pour aller plus loin. Et ça tombe bien, nous organisons un atelier sur Zoom avec Jérémy le jeudi 12 mai à 20h30. J'en ai moi-même fait l'expérience avec lui il y a quelques semaines et je trouve que c'est un formidable outil pour se comprendre, mais aussi comprendre ceux et celles qui nous entourent. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix, le podcast, sur Instagram et sur Facebook. C'est vrai que j'ai toujours aimé enseigner et conduire les gens et je le fais dans mon métier d'aujourd'hui et je l'ai fait dans mon métier passé où j'étais enseignant de la conduite automobile et c'est vrai que cet ancien métier ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous reproposer un épisode que vous aviez beaucoup aimé au moment de sa sortie il y a 2 ans. Il s'agit de l'épisode avec Jérémy Barreau, coach énéagramme. Éné à quoi ? L'énéagramme est une approche ancienne qui permet de classer les personnalités en 9 grands profils. Attention, il ne s'agit pas de nous ranger dans des cases, c'est bien plus subtil que cela. L'énéagramme constitue d'ailleurs un super outil de connaissance de soi et d'évolution personnelle. Jérémy l'a d'abord utilisé pour lui-même, car avant de devenir thérapeute, il a dû traverser une vraie crise de vie où tout a été remis en question et il a même dû faire face à de vieux démons. Tout cela en quelques mois seulement. Alors avec Jérémy, dans cet épisode, on apprend une leçon essentielle. Du chaos peut naître la lumière. Avec Jérémy, nous allons parler de crises d'angoisse qui nous font nous sentir en danger, d'un accident initiatique, de cheminement thérapeutique et de l'univers qui a pour chacun de nous un plan divin. Revenez ici dès demain, nous avons enregistré un petit épisode dans lequel Jérémy nous donne quelques bonnes nouvelles. Bonjour Jérémy, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci. Je t'en prie. Alors avant de découvrir ton parcours et de comprendre ce qu'est l'énéagramme, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jérémy Barreau, j'ai 35 ans, je vis en Lorraine, dans la ville de Nancy, et je suis coach énéagramme depuis environ 3 ans. Ok. Moi, je dois te confesser que je connais très peu le principe de l'énéagramme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'en parler avec toi. J'en entends de plus en plus souvent parler, que ça vienne de personnes qui ont trouvé l'outil intéressant pour eux-mêmes ou que ça vienne de thérapeutes qui s'y forment. J'ai même entendu dire que c'était parfois utilisé en entreprise. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de s'intéresser à cet énéagramme. Du coup, en préparant notre entretien, j'ai lu quelque part que l'énéagramme pouvait être comparé à
un GPS de la personne que nous sommes et ça m'a amusée parce que je connaissais déjà en lisant ça ton premier métier et j'ai trouvé le clin d'œil amusant. Donc est-ce que tu peux nous dire justement en quoi ce clin d'œil avec le GPS est amusant? Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé enseigner et conduire les gens et je le fais dans mon métier d'aujourd'hui et je l'ai fait dans mon métier passé où j'étais enseignant de la conduite automobile, donc moniteur auto-école. Et c'est vrai que cet ancien métier ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. Les personnes venaient prendre une leçon de conduite. Il fallait trouver un objectif. Selon l'objectif, choisir une voie, une route, un chemin et les accompagner jusqu'au permis de conduire qui est au final la liberté. Et aujourd'hui dans mon cabinet, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors c'est très joli cette image, mais j'imagine qu'à l'époque où tu as choisi ce métier-là, tu devais avoir une vingtaine d'années. C'est ça. Tous ces choix-là n'étaient pas aussi clairs et conscients que tu nous les donnes aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'y ai mis beaucoup de sens aujourd'hui, mais à l'époque, oui, j'étais un petit peu dans mon pilote automatique, je faisais ma vie, je faisais mes rencontres, je faisais mes choix, entre guillemets. Et est-ce que tu sais quand même pourquoi tu t'es décidé pour ce métier-là? Sur le coup, en fait, c'est ma maman. Elle organisait le concours d'entrée tous les ans pour accéder à cette formation. Et un jour, je suis allé à son bureau, il y avait une pile de dossiers, je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit, c'est le concours d'entrée pour enseigner la conduite. Et je lui ai dit, je peux essayer. Elle m'a dit, allez, je t'inscris. Et ça a terminé sur un métier que j'ai pratiqué une petite dizaine d'années, presque 8 ans, je crois. Tu aimais ce que tu faisais ou tu le vivais plus comme un gagne-pain? Non, j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais, j'étais passionné. Qu'est-ce qui te plaisait tant dans ce métier-là? Le contact déjà, le fait d'enseigner. Voilà, je suis une personne qui arrive beaucoup à me mettre à la place des autres, donc j'arrivais toujours à enseigner comme si c'était la première fois pour moi et pour les personnes. Donc j'ai un côté très pédagogue, je suis patient, ça m'a permis en fait de développer toutes mes qualités que j'avais déjà, tout mon inné. Je l'ai développé grâce à de l'acquis, en fait, grâce à ce métier. D'accord. Ah, c'est intéressant de voir comment un métier qui nous semble si éloigné du monde du développement personnel a finalement fait le thérapeute que tu es aujourd'hui. Exactement. Et puis je rencontrais des familles parce que les parents se souciaient du parcours de leurs enfants. J'adorais aussi les conduites accompagnées. Les parents venaient en supervision derrière et je faisais déjà des ponts entre le caractère des enfants, des parents, mais ça c'était inconscient. Oui, tu avais déjà une curiosité pour l'humain, quoi. Ouais, carrément, j'avais cette capacité à rassurer et quelque chose que j'adorais, c'était les personnes qui venaient d'autres auto-écoles et qui avaient un parcours un peu chaotique avec le permis. Et j'adorais les rebooster, voir vraiment là où ça coinçait, prendre le temps et esquiser le permis. Et ça, c'était un peu ma spécialité. J'avoue que j'étais très fort pour ça. D'accord, t'aimes bien les challenges. Mais alors, du coup, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu aies envie d'arrêter ce métier-là? Alors, c'est la dernière année, j'étais en voiture et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et je pouvais vraiment rien faire, donc je me souviens très bien même de la dernière leçon. Ça faisait vraiment quelques jours que je dormais mal, j'avais cumulé pas mal de stress avant, mais je m'en suis rendu compte après une introspection. Et donc cette dernière leçon, je suis sorti de la voiture et puis je suis allé au bureau voir mes patronnes. J'avais 2 patronnes. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je leur ai dit, écoutez, je peux plus, je suis vraiment pas bien. Et pour moi, c'était pas facile d'avouer mes faiblesses à l'époque. Je sais très bien qu'on est dans un monde où la souffrance ou les faiblesses, elles sont pas toujours bien accueillies par tout le monde. Et j'ai une de mes patronnes qui m'a dit, écoute, va voir le médecin, puis reviens. Et moi, dans ma tête, je me disais, oula, ça va être compliqué de revenir rapidement. Je le savais mais en déjà. fait, ça a été très brutal. Ça s'est fait en quelques jours, cette espèce de bascule dans les crises d'angoisse. Ouais, j'ai commencé à manquer de sommeil, avoir mal au ventre, vraiment des symptômes très désagréables, vraiment une fatigue physique et puis vraiment le symptôme, la crise d'angoisse, ça a été vraiment l'handicap final. On sent dans la manière dont on parle que tu étais en danger physique, quoi. Ah carrément, j'étais en danger pour moi, pour les autres, et puis il y a toutes les angoisses qui arrivent derrière, comment je vais travailler, est-ce que mon médecin va me soutenir, va me suivre. Est-ce que cette bascule s'est faite parce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie personnelle à ce moment-là? Oui, alors en fait ça faisait un moment déjà que
j'étais avec ma petite amie de l'époque, ça faisait plusieurs années que j'étais avec, et puis j'avais plus envie d'être avec. J'étais tombé amoureux d'une autre personne déjà, et voilà, je l'avais un peu gardé secrètement pour moi, et déjà ça m'avait créé des tensions internes parce que je m'écoutais pas, j'avais envie de changement. Donc tu sentais ces tensions internes liées à ta problématique de couple? C'est comme ça que sont venues les crises d'angoisse? Pas forcément, j'ai fait le lien après parce que j'ai commencé à faire une thérapie. Donc je suis allé voir une sophrologue et j'ai commencé à faire quelques séances de sophrologie. Donc j'ai appris à me détendre, les bases, j'ai exposé mes problèmes. Donc mon but c'était déjà d'apaiser ces crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse que tu nous décris, tu subis ça complètement, mais c'est comme si en même temps on sentait poindre l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de faire ce travail sur soi. Oui, exactement. En fait, j'arrivais doucement sur mes 30 ans et tout au fond de moi, je me sentais pas à ma place. Je sentais que j'étais à un virage dans ma vie, que ce soit affectif, professionnel, émotionnel, même spirituel. Il y avait quelque chose qui m'appelait et je me sentais un peu en décalage émotionnel. Je me sentais un peu immature émotionnellement pour passer ce cap. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui me retenait. T'étais dans cette espèce de sas entre deux qui peut être fort inconfortable, mais qui est nécessaire pour passer vers un autre palier, quoi. Voilà, exactement. Mais je n'avais plus les ressources au moment-là. Tous les talents que j'avais, je pense que je les avais utilisés même un petit peu trop. Il fallait que j'aille voir un petit peu autre chose. Ce que j'ai fait donc avec ma sophrologue après. Une fois que mes crises d'angoisse se sont apaisées, on a fait plus un travail qu'on appellerait aujourd'hui de développement personnel, qui a duré environ 3 ans au final. Donc ça a commencé par un traitement des symptômes pendant quelques semaines. Et après, au bout de 6 mois, ça allait mieux. Et j'ai eu un deuxième drame dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai perdu mon papa, en fait. Ok, donc là, tu enchaînais les épreuves sur une même année, quoi. Ça a été très difficile, c'était en fin d'année. Le jour de Noël, on devait aller fêter Noël avec ma sœur chez mon père. Et donc, elle arrivait avant moi là-bas et elle m'appelait pour me dire, bah écoute, papa est décédé. Donc, ça faisait 3 mois qu'il était malade. Bon, il était en forme, hein, donc il a dégringolé assez rapidement. Bon, bah voilà, je suis un enfant là-bas qui est très sensible et du coup, ça a été extrêmement violent pour moi. Voilà, mon père était assez tourné vers la spiritualité. Il regardait beaucoup le ciel, la météo, les nuages. C'est lui qui m'a appris à lever la tête. C'est joli. Et on commençait à échanger des messages profonds, lui et moi, même si on le faisait déjà avant. Et je me disais, oula, si on s'échange ces messages, c'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, il se passe quelque chose de plus subtil. Ouais. Et en fait, il était en train de partir. Donc voilà, là, tu nous décris quand même une année particulièrement difficile. Est-ce qu'entre-temps, tu avais pu reprendre ton activité de moniteur d'auto-école ou pas du tout? Non. Ma dernière leçon, quand j'ai annoncé à mes patronnes que j'arrêtais, c'était vraiment la dernière. J'y suis pas retourné, donc mon médecin traitant m'a suivi. J'étais en arrêt environ 6 mois, puis on se séparait à l'amiable. T'as vraiment ressenti le besoin à ce moment-là de te mettre en retrait, de prendre soin de toi à cette période très particulière de ta vie? Ah, carrément, hein, c'était une année vraiment complexe. Que ce soit vraiment affectif, professionnel, émotionnel. Et j'ai toute mon enfance qui remontait à la surface. Pendant mon travail sur moi en parallèle, j'ai surtout un choc qui remontait à la surface. C'était un accident de voiture que j'ai eu quelques années auparavant. Je devais avoir 18-19 ans. J'étais avec un ami au rentrée de soirée et il a fait le fou en voiture. Et du coup, on s'est crashé dans une maison. Donc c'était un gros choc. J'ai perdu connaissance. J'ai eu un traumatisme crânien. Mais on va dire que c'était un accident initiatique, parce que 10 ans après, il est revenu à la surface, et c'est ça qui a créé en fait mes crises d'angoisse. Le choc a été tellement violent que la mémoire reste dans mon corps, elle est ressurgie une dizaine d'années après. Ce qui est dingue, c'est que tu as un jour cet accident très grave, et 2 ans plus tard, ou à peu près, tu décides de devenir moniteur d'auto-école. Et oui, j'ai fait les ponts après. J'étais à cette place de passager, à l'avant-droit, et je pense que étant donné que j'ai failli mourir par instinct de survie, j'ai voulu reprendre le contrôle, et le fait de faire ce métier avec les pédales devant moi, je pense que j'avais une forme de contrôle. Ah, d'accord. Non seulement il y a eu des événements qui ont marqué ces mois compliqués, mais il y avait également tout ce travail intérieur et ce passé qui ressurgissait, quoi. Oui, c'est ça. C'était une grosse pelote de laine, et il a fallu dénouer progressivement. Donc d'abord les symptômes, l'accident de voiture, ensuite la mort de mon père. Ensuite, j'ai travaillé mon enfance, donc ça a été vraiment, on est parti du symptôme
à la vraie thérapie, quoi, au final, et à la fin au développement spirituel. C'est un peu l'accompagnement que je propose aujourd'hui, hein. Ce que je propose aujourd'hui, je l'ai traversé. C'est ça, tu as traversé tout ça. Et à quel moment ton nouveau projet professionnel se précise et tu te dis, tiens, pourquoi ne pas devenir moi-même un jour thérapeute? Ah, c'est une fois que j'ai sorti la tête de l'eau, déjà. Mais oui, bien Donc, sûr. je travaillais avec ma thérapeute et plus ma souffrance s'allégeait, plus je devenais curieux, j'avais plus d'espace. Et j'ai commencé à me passionner un peu pour les méthodes intégratives, parce qu'il faut savoir que la sophrologie, c'est le mix de plusieurs méthodes, en fait. Et j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé une école qui était à 2 heures de chez moi. Il y a quelque chose qui m'appelait là-bas de très fort. C'était à nouveau ma petite voix, que j'écoutais de plus en plus. Elle me disait, va là-bas. Ça a été évident, en fait. Ouais, pour moi, ma thérapie, je m'étais réalisée individuellement, et j'avais besoin de me réaliser dans quelque chose de plus large, dans un groupe, et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu es toujours dans une démarche personnelle ou est-ce que quand même tu sais assez clairement que tu veux aussi maintenant être dans l'accompagnement des autres? Alors je suis dans une démarche personnelle parce que je veux vraiment me concentrer sur moi. Je me disais prends ce qu'il y a à prendre, au moins les 2 premières années, parce que ça durait 4 ans. Mais tout au fond de moi, je savais que j'allais accompagner après, évidemment. Mais c'était tout au fond, mais je le laissais là où c'était. C'est très joli de voir comment les pièces du puzzle se mettent en route pour toi. Oui, sur le coup, on les voit pas se mettre en place. C'est un peu le chaos. Il y a des pièces partout. C'est l'enfer sur Terre, hein. Moi, j'ai vraiment cette année 2012 que j'ai traversée. Vraiment, c'était un chaos pas possible. Il m'a fallu bien 5 ans, on va dire 2 grosses années, pour vraiment nettoyer et 5 ans pour me stabiliser. Donc ça a été très long. Et c'est vrai que mon entourage a trouvé ça parfois un peu étrange, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, la souffrance, ça réveille des choses chez tout le monde, parce qu'on a tous de la souffrance en nous. On sait tous qu'on doit se réaliser, donc quand on voit quelqu'un se réaliser à côté et faire ce qu'il aime, ça réveille beaucoup de peur. Donc voilà, c'était pas toujours simple. Dans ton entourage familial ou amical, tu as des personnes qui ne comprenaient pas ces changements de cap que tu prenais? Oui, il y a quelques personnes, ça leur a réveillé des peurs. Il y a des personnes que je vois plus. J'ai rencontré de nouvelles personnes parce que bien sûr, sur le puzzle, on fait des rencontres assez incroyables qui peuvent changer une vie. Donc toi, tu chemines, et notamment là avec cette école somato-émotionnelle. À quel moment tu te dis, je vais me lancer et l'énéagramme est mon sujet? Ah, alors cette école était sur 4 ans et au bout de la 2e année, je commençais un petit peu à refaire le tour de tout. Je crois même que je désespérais un petit peu. Je commençais à me connaître, mais je stagnais. Et j'arrive un matin, ça a commencé un samedi matin, je crois, on a une prof qui est arrivée et elle a commencé à nous donner des cours d'énéagramme. Et moi, je ne connaissais pas du tout cet outil. Et puis elle a commencé à nous mettre une affiche où elle nous montre le symbole. Et puis tout de suite je me dis oh là là, ça a l'air de faire des cases, ça me plaît pas. Et sur le coup je me dis bon bah tu es là, autant participer quoi, c'est parti. Excuse-moi, est-ce qu'on peut juste faire une parenthèse? Dans l'énéagramme, on a 9 grands profils de personnalité. C'est de ça dont tu parles quand tu parles tout à l'heure du fait que tu voulais pas mettre les gens dans des cases. Oui, il faut savoir que l'énéagramme, il représente 9 mondes, en fait, 9 types de personnalités vraiment bien distincts, qui se regroupent entre eux, mais ça au début on le voit pas clairement. Donc voilà, l'énéagramme il nous dit qu'il n'y a pas qu'une seule vision du monde, il y en a 9, c'est-à-dire que souvent on a notre vision du monde et on aime bien l'imposer aux autres. Et voilà, c'est la première secousse qu'il nous met. Et il nous en met d'autres après, hein, si on plonge dedans, dans le modèle. Et donc là, cette prof utilise son exemple à elle et son profil d'énéagramme pour illustrer un petit peu son propos. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été vraiment un tournant, je crois, même par rapport à mes autres collègues. C'est-à-dire qu'elle a commencé à présenter son profil de façon très courte. Et surtout, ce qu'elle a présenté, c'est sa peur. La peur de son profil et son mécanisme de défense. Et quand elle l'a décrit, mon sang n'a fait qu'un tour, comme on dirait. Je me suis dit, waouh, j'ai le même. Et ça, j'avais travaillé sur moi depuis, ça faisait quoi, 4 ans que je travaillais sur moi et je l'avais toujours pas vu. T'avais pas mis le doigt dessus et là, ce matin-là, tu l'écoutes parler d'elle et tu te dis, ok. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir quand on travaille sur soi, il y a des moments où il y a des espèces de vertiges de vie. Quand elle a expliqué son mécanisme, c'est quelque chose qui m'avait vraiment handicapé toute ma vie. Et de mettre des mots dessus, de me dire que c'était normal quelque part, que j'étais pas seul à l'avoir. Ok, et donc tu t'étais retrouvé pas uniquement finalement dans cette peur-là qu'elle évoquait, mais dans toutes les dimensions du profil. Voilà, exactement. Et après, le travail s'est engagé, j'ai continué ma formation, mais tout en m'observant grâce à cet outil. Donc en fait, tu faisais quasiment les 2 travaux en parallèle, celui de l'école, évidemment, la formation somato-émotionnelle, et en parallèle, tu creusais le sillon de l'énéagramme. Exactement. Il faut savoir que l'énéagramme, c'est un outil d'observation de soi.
Il est fait pour s'observer et rendre autonome, même si au début il nous faut quelqu'un pour nous renvoyer un petit peu notre inconscient, parce qu'on peut pas tout voir tout seul. Donc à partir du moment où j'ai eu cette initiation, mon observateur intérieur a changé, s'est mis en route, et j'ai commencé à observer toutes les caractéristiques de mon profil. Et en effet, ça se confirmait, donc ça m'a bien tordu l'estomac. En général, quand on trouve son profil, ça nous tord l'estomac, et ceux qui sont contents de le trouver, en général, je me dis, ça doit pas être le bon, c'est pas possible. Ah, ok. Et en fait, c'est drôle parce que là, tu deviens ton propre cobaye, quoi. Tu t'observes. Voilà. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu un saut quantique, une accélération, même dans ma thérapie personnelle, que je continuais en plus de ma formation. Et j'ai l'impression que l'univers, quand on cherche, au bout d'un moment, il apporte un peu des récompenses, quoi. Du coup, est-ce que à ce moment-là, avec cette découverte de l'énéagramme que tu creuses de plus en plus, est-ce que là, ça devient clair pour toi que tu vas devenir thérapeute et que l'énéagramme sera ton outil? Oui, là, ça y est. Là, je touche à quelque chose. Mais par contre, je vois que le modèle est complexe. L'énéagramme, c'est facile à comprendre, on peut l'expliquer, mais c'est très difficile à maîtriser. Il faut plusieurs années. Et une fois que j'avais la sensation de le maîtriser, que je l'avais vraiment digéré, qu'il était dans mes tripes et dans mon cœur, je me suis dit, bon, maintenant je peux accompagner. Et c'est ça, tu as senti que c'était le bon moment pour toi pour te lancer. Et donc ça, c'était il y a 3 ans environ, c'est ça? Oui, il y a environ 3 ans. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça qui est assez marrante, c'est que moi j'ai un petit côté perfectionniste, que l'énéagramme explique bien. Et j'ai toujours besoin que les choses soient parfaites avant de me lancer. Ma femme m'avait réservé un atelier avec Thierry Janssen, en fait, sur Paris. Et elle m'a dit, tu vas voir que t'es prêt. Je dis bon d'accord, et donc j'ai fait cet atelier avec lui, et quand je suis revenu, en effet, je me suis dit oui, en fait je suis prêt. Tu t'es lancé comme ça? Ouais, ça a été le déclic, je me suis dit, j'ai vu son enseignement et je me suis dit bon voilà, tu t'étais pas mauvais non plus, vas-y, lance-toi. Ah, génial. Et du coup, ça a été simple après voilà, t'avais passé ce cap-là de te lancer sur le papier, mais enfin, après, faut-il ouvrir son cabinet, etc., et trouver de la clientèle? Ça s'est bien passé pour toi à ce moment-là? Alors en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de conférences. Je me suis engagé, je me suis montré, et voilà, la partie marketing quand on est thérapeute, elle est très importante. Il faut que les personnes, elles voient votre sensibilité, parce qu'il faut pas rêver, une rencontre dans un cabinet, c'est une rencontre d'âme à âme. Et d'ailleurs, pour vous dire, les personnes, quand elles viennent me voir, elles me parlent jamais de l'énéagramme. C'est assez paradoxal. C'est ça, en fait, elles viennent te voir toi, en te faisant confiance sur le fait que tu aies trouvé l'outil qui te convenait. L'énéagramme, c'est juste un support. Après, c'est mon être qui l'utilise, mon âme, mon être. Et voilà, c'est des rencontres d'âme à âme. C'est bien plus profond qu'on ne le pense. Du coup, on en vient à l'énéagramme. Là, tu vois, moi, j'en suis toujours à l'idée que c'est 9 grands profils de personnalité. J'ai bien compris que j'en avais une vision extrêmement réductrice. Donc, je compte sur toi là pour m'en dire un petit peu plus. Alors en fait, l'énéagramme, il était transmis dans des confréries soufis à la base, à des initiés. C'était un outil qui était secret. Et pourquoi? Parce qu'il est extrêmement puissant. Donc à l'origine, il y a une dimension un peu ésotérique quand on parle d'énéagramme. Oui, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de vraiment rentrer dans le modèle, de se l'approprier, de juger par soi-même. Voilà, il était transmis de manière orale. Et le premier livre est arrivé dans les années 1980. Il y a eu des thèses qui ont été faites. Moi, il n'est pas validé scientifiquement, mais tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que le but, c'est de se l'approprier, en fait, de s'observer. La validation, on va la faire soi-même, en fait. C'est ça qui fait le charme de l'énéagramme. Après, on est dans une culture scientifique. Mais sincèrement, avec cet outil, on n'en a pas besoin. Donc, alors justement, tu nous as expliqué d'où ça venait. Et déjà, ça donne quelques pistes sur ce que c'est. Mais en quoi ça consiste réellement? Si moi, je viens te voir demain en te disant, j'aimerais avoir je sais même pas comment on dit, une consultation d'énéagramme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est, moi, je peux te présenter les 9 caractéristiques de chaque profil. Parfois, avant la première séance, si la personne connaît l'outil et qu'elle veut vraiment faire ça, je lui envoie un petit test pour dégrossir, même si à la base, je ne suis pas fan des tests. Je n'ose pas te dire que juste avant notre entretien, j'ai fait un test sur Internet pour connaître mon profil énéagramme. Bon, je ne te le dirai pas. Oui, voilà. D'accord. Alors, les tests, c'est intéressant, mais en fait, l'énéagramme, parfois, les gens, ils le prennent un peu comme une loterie. Ils le font, ils disent je suis tel chiffre, mais ça sert à rien en fait. Le but c'est vraiment de s'observer, de rentrer dans le modèle. C'est là que ça devient intéressant. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que toi,
tu vas utiliser ta compréhension des profils d'énéagramme et de toutes leurs nuances pour aider la personne à cheminer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si j'utilise pas l'outil directement avec la personne, moi je vais voir dans quel profil se trouve la personne, parce qu'elle va me parler de ses problèmes, de ses peurs, de ce qui tourne en rond. Il faut savoir que chaque profil de personnalité, c'est aussi un goût, une saveur. Et moi, quand une personne, elle entre dans le cabinet, cette saveur, je la vois. Donc en fait, tu expliques que soit tu utilises l'outil directement avec la personne pour l'accompagner, soit tu l'utilises uniquement pour toi en tant que coach pour accompagner les gens. Voilà, dans ma posture. Voilà. Soit je le transmets, comme on disait tout à l'heure, c'est un GPS. Moi, j'appelle ça aussi une boussole. Il faut savoir que l'univers, il a un plan d'amour, un plan divin. Et pour s'aligner dessus, on a des boussoles. Et l'énéagramme, pour moi, c'est une boussole divine. Et si on s'aligne dessus, elle nous emmène vers de très belles choses. Donc voilà, donc moi, je mets la boussole dans la main des personnes et je leur apprends à se diriger. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris quel était notre profil, tu as beaucoup évoqué les peurs inhérentes à chaque profil. Donc ça veut dire qu'on sait où sont nos peurs. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on sait où sont nos qualités ? Où sont en revanche nos points de vigilance? Oui, exactement. La plus grande pertinence de l'énéagramme, c'est vraiment de réussir à trouver sa peur, à la traquer un petit peu toute la journée parce qu'elle est là tout le temps, et d'essayer de la traverser. Et quand vous la traversez consciemment, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une vertu que je vais décrire un petit peu plus après. Voilà, il faut savoir que chaque profil de personnalité a une motivation particulière. L'énéagramme, il décrit des motivations et non des comportements. C'est-à-dire que les 9 profils peuvent par exemple ranger la vaisselle, qui paraît être un acte simple, mais ils vont le faire pour une motivation particulière. Donc qu'est-ce qu'on a comme exemple de motivation dans ces 9 profils par exemple, si je prends le profil 6, c'est quelqu'un qui a peur de l'autorité. Le profil 6, il va ranger la vaisselle parce qu'il y a la femme qui regarde à côté. Et je risque d'être réprimandé, par exemple. En fait, il va répondre l'énéagramme, votre profil, à pourquoi je fais ce que je fais. Si vraiment dans votre vie, vous vous posez la question, vous vous arrêtez de temps en temps et vous demandez mais pourquoi je fais ce que je fais, vous verrez que vous n'aurez pas de réponse. C'est assez incroyable. C'est ou un peu flippant, je sais pas dans quel sens il faut l'entendre. Oui. Après, quand on a travaillé sur soi avant, on découvre des choses. Il n'y a pas que l'énéagramme, qu'on soit d'accord. Mais il va apporter un éclairage particulier et supplémentaire. Donc il y a vraiment cette idée de la peur là, qui est vraiment centrale que tu évoques. Mais tu parlais aussi tout à l'heure des vertus. Alors il faut savoir que chaque profil de personnalité vient au monde avec sa motivation, quelque chose d'inné. On va l'oublier d'ailleurs, on va oublier cette motivation. Et par-dessus va se mettre de l'acquis, dont une blessure pendant l'enfance. Et cette blessure, elle va se transformer, ce que l'énéagramme appelle une passion, un péché. Voilà, dans le sens ancien du terme, ou alors un vice. Et ce vice, souvent aussi, on ne le connaît pas. On le voit très bien chez les autres. Moi, vous pouvez demander à tout mon entourage, ils le connaissent. Oui, tu as fait le travail pour. Voilà toute la subtilité de l'énéagramme, en fait. Donc en fait, c'est vraiment, ça brosse un portrait très complet de la personne que nous sommes, sauf que en t'écoutant, je suis obligée de te demander, évidemment qu'il n'y a pas que 9 types de personnalités dans le monde, sinon ce serait d'une tristesse à pleurer. Tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, toi ta première réaction par rapport à l'énéagramme, c'était on peut pas mettre les gens dans des cases. Donc comment on fait la nuance avec malgré tout ces 9 profils au départ? Alors il faut savoir qu'on est relié à d'autres profils. On est sur une base, l'énéagramme nous dit qu'on a le même chiffre toute notre vie, mais on va pouvoir la nuancer. C'est-à-dire que pendant la première partie de notre vie, on va développer un point qui est à côté de nous. C'est ce que l'énéagramme appelle une aile. On va développer une aile dans la première partie de vie et une deuxième aile dans la deuxième partie de vie. Il faut un peu de développement personnel, elle ne se développe pas toute seule. Et il faut savoir qu'on est relié aussi par des cordes, et il faut savoir que à chaque fois que vous traversez votre peur, vous irez prendre les qualités d'un autre profil, mais si vous ne la traversez pas, vous allez être aspiré vers un autre profil et vous allez prendre les défauts de l'autre profil. Donc vous aurez les défauts de votre propre base, votre mécanicité, plus celle d'un autre. Donc ça fait double névrose. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que voilà, avec le GPS, on peut revenir sur sa base, on peut voir sa peur, la retraverser et aller de l'autre côté
vers les qualités de l'autre profil qui vont nous amener vers une vertu spirituelle. Chaque profil a une passion. La passion, ça veut dire la souffrance. La passion, c'est ce qui m'éloigne de moi-même, c'est ce qui me décentre. Donc là, la passion, c'est dans le sens qui me consume de l'intérieur, quoi, mais qui n'est pas bon pour moi, ce que j'ai à l'intérieur qui me fait mal, quoi. Mais en général, quand on est dans sa passion, en général, on y est la première partie de vie. Après, on fait un travail sur soi, mais si on le fait pas, on peut y être toute sa vie. Et en général, c'est quelque chose qui crée le chaos dans notre vie. Quand on travaille avec l'énagramme et qu'on voit ça, on se dit, bah oui, ma première partie de vie, ça pouvait pas être autrement. Et moi, ça a mis beaucoup de sens sur ma première partie de vie quand j'ai trouvé mon chiffre. J'ai dit, bah oui, je ne pouvais pas passer à côté. Maintenant, je vais essayer de vivre plus consciemment. Oui, tu peux transcender ça, en fait. La première partie de vie, en général, on le subit, mais on va dire que la passion, ou notre vie, c'est un peu l'état de plomb qu'on va devoir travailler pour le transformer en or, en fait. C'est un matériau, et c'est important de l'accepter, en fait. Son chiffre, quand on le découvre, il y a une grosse phase d'acceptation, de se dire, bon, bah ok, j'ai fait ce choix de venir incarner ça, je l'ai oublié, je suis parti un petit peu de travers, je savais pas pourquoi, parce qu'il y avait une peur qui s'est construite pendant l'enfance, que je ne veux plus revoir, mais ça y est, maintenant je reviens à moi, je la connais, je la retraverse un petit peu doucement tous les jours avec du coaching, de l'entraînement. Et je vais vers ma vertu consciemment. Et en général, on va apporter de belles choses envers nous-mêmes, envers les autres. Mais ça demande un chemin conscient. Oui, ça ne se fait pas sans travail. En t'écoutant, je me demande si tu pourrais nous donner un exemple vraiment concret d'une personne que tu as accompagnée avec une problématique peut-être précise et pour voir comment elle a pu cheminer avec toi et l'énéagramme. Je peux vous donner l'exemple d'un couple, par exemple, que j'accompagne depuis une bonne année là. Et en fait, ils sont arrivés tous les deux et ils n'arrivaient plus à communiquer. Mais ils avaient une volonté de continuer à être ensemble. Et ça, je l'ai perçu tout de suite. Donc je me suis dit, avec eux, on va faire du bon travail. Alors il s'est avéré que, en travaillant sur eux, lui s'est trouvé en profil 9 et elle en profil 2. Donc il faut savoir que le profil 9, dans l'énagramme moderne, on l'appelle le médiateur. Et le profil 2, on l'appelle l'altruiste. En fait, ce sont deux profils qui sont tournés vers les autres, pour des motivations différentes. Alors, il faut savoir que le profil 9, donc on l'appelle le médiateur, c'est quelqu'un qui déteste le conflit. Donc toutes les actions qu'il va faire dans sa vie, il va les faire en évitant de créer un conflit. Donc il va toujours vouloir garder de l'harmonie, du confort dans sa vie, il va s'occuper des agendas des autres. Il faut savoir que le profil 9, il est tout en haut de l'énéagramme, et il a une vue sur tous les autres. Donc du coup, il peut se mettre à la place de chacun, mais il sait pas quel est son avis à lui. Donc du coup, il se fond dans la masse. Donc il faut qu'il apprenne à avoir un ego, lui, le point 9, il a une particularité. Et le point 2, qu'on appelle l'altruiste, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, mais pour oublier ses besoins, ou pour les éviter. En fait, on va dire que le 2, il sent ses besoins, mais il préfère aller au-devant des autres, et le profil 9, lui, il les sent pas du tout. Donc ça faisait deux profils qui regardaient vers l'extérieur, en couple, donc c'est compliqué. Donc tout le travail a été vraiment déjà individuellement, qu'ils apprennent à revenir à eux-mêmes. Et du coup, ils ont rencontré leur peur individuellement, et l'avantage qu'ils ont en couple, c'est qu'ils peuvent se soutenir en fait. Donc ils ont cheminé chacun de leur côté, évidemment, parce qu'il faut d'abord régler ces problèmes personnels avant de pouvoir s'attaquer à ceux du couple. Comment tu as pu les accompagner après au niveau du couple une fois qu'ils avaient fait leur boulot chacun de leur côté? Alors en fait, avec eux, on a commencé en couple et ensuite on a fini en individuel et on est revenu en couple. En fait, un exemple tout simple, la dernière fois que je les ai eus, lui me dit, bon bah hier soir on est sorti dans un bar et ma femme a commandé un verre et ça lui plaisait pas. Et lui, il me disait, j'avais envie de dire au serveur qu'il en voulait un nouveau pour sa femme, mais sa peur du conflit est tellement forte qu'il n'a pas réussi. Et je lui ai dit, mais c'est là que vous progresserez le plus. Les personnes, je leur donne pas des choses extraordinaires à faire, mais il faut savoir que sa propre peur pour chaque base, c'est quelque chose qui est pas facile. La peur des autres bases, quand on voit la peur d'un autre profil, on se dit ouais, ça c'est facile, moi je peux le faire. Mais quand c'est pour soi, c'est vraiment une énergie physique à goûter à l'intérieur du corps, émotionnelle. Et une fois qu'on l'a goûté et qu'on la traverse, donc c'est une petite mort à chaque fois, il faut apprendre à mourir en fait.
Mais ça nous amène vers notre vertu derrière et on se sent connecté, léger, on a un sentiment amoureux, on est amoureux de la vie et on est à notre place. On va pouvoir s'arrêter là sur l'énéagramme parce que c'est une très jolie façon de conclure la présentation que tu nous en as faite. En revanche, on va pas s'arrêter tout de suite dans notre échange parce que tu sais, j'ai quelques questions rituelles pour mes invités. Et ma première question, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Oui, maintenant, je l'écoute presque tout le temps. Je pratique la méditation pour l'entendre de plus en plus. Il y a une autre voix un peu plus dure parfois par au-dessus, mais dès que je me détends, elle apparaît, je la suis et tout va bien. Alors, est-ce que dans les outils qui t'indiquent ou qui t'ont indiqué aussi le bon chemin, il y a un livre qui t'a particulièrement aidé? Alors, c'est le dernier livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Et il a fait un roman qui tourne autour de l'énéagramme. Et pour la petite anecdote, moi je l'avais offert à une personne, je savais même pas qu'il parlait d'énéagramme. Et il a fini par revenir entre mes mains. C'est très amusant que tu l'aies offert sans même savoir qu'il y était question d'énéagramme. Et c'est un couple qui l'a lu et ils ont commencé à en parler. Et j'ai dit waouh, je crois que je connais. La vie est vraiment incroyable. Est-ce que Jérémy, tu as un rituel bien-être quotidien? Alors oui, tous les matins, je fais 1 heure de Qigong. Et pour terminer, Jérémy, j'aimerais savoir si tu es heureux. Alors je suis heureux à condition d'aller vers ma vertu. C'est la condition. Et maintenant, tu sais, lorsque tu t'en éloignes. Oui, je suis malheureux, justement. Quand je reste dans la passion et que je traverse pas ma peur personnelle, évidemment, je suis contracté, j'ai des tensions, j'ai peur, je suis malheureux, je suis pas à ma place. Et tous les jours, je fais le chemin. J'ai beau enseigner, je dois faire ce chemin aussi. Très joli. Eh ben, Jérémy, merci beaucoup pour cet entretien. Je me sens beaucoup plus éclairée maintenant sur ce qu'est l'énéagramme. Donc, merci d'avoir un peu éclairé comme ça mes lanternes. Merci aussi d'avoir partagé, comme tu l'as fait, ton parcours. Merci à toi, Herveline, et merci aux auditeurs qui nous écoutent. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.